Salut les amis, on se retrouve en plein cœur du Gers, dans le bois d'Aguin, et on va parler aujourd'hui, dans cet épisode, de vieilles forêts. En quoi cela consiste une vieille forêt? À quoi ça sert, en fait, les vieilles forêts? Pourquoi les conserver? Pourquoi les protéger? On en parle tout de suite avec Nicolas Gouix. Venez avec moi. Salut Nicolas. Salut Guillaume, Ça va bien? bien et toi? Eh ben écoute, ça va très bien, il fait très frais, ça c'est super. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors là, j'étais en train de contrôler un dispositif de piégeage pour étudier les coléoptères saproxyliques, les coléoptères des vieux bois. Ceux qui se nourrissent du bois mort. Exactement. Là, tu peux voir sur ce gros tronc d'arbre, ce vieux hêtre qui est mort debout, il y a plein de trous de sortie. Et ça, c'est des coléoptères qui sont sortis de l'arbre. Et après, ils volent autour du piège, ils tapent dans la plaque, ils finissent dans le flacon collecteur. Nous, on récupère ça, on l'analyse en laboratoire. Oui, on en voit d'ailleurs qui flottent, ouais. Exactement. Et donc là, on se situe au bois d'Aguin, c'est ça, hein, ça s'appelle comme ça. Exactement. Le bois d'Aguin, donc c'est une propriété de 42 hectares que le conservatoire a acheté. Donc on est chez nous. Et on a acheté avec le support financier de la région dans le cadre du plan Arbre et Climat. D'accord. Voilà. Avec une particularité vraiment très particulière, c'est qu'ici on a de la vieille forêt. Et en quoi ça consiste alors la vieille forêt? Alors la vieille forêt, je t'invite à ce qu'on aille à côté, Ok. parce qu'on sera très bien. vraiment dans le cœur de la vieille forêt et je pourrais vraiment te montrer quelles sont ses caractéristiques. Bon bah écoute, allons au cœur de la vieille forêt alors. Voilà, alors là, voilà, ça y est, on arrive dans le cœur du patch de vieille forêt du site. Ouais. Donc là, on a vu tout à l'heure comment on étudie un petit peu. Alors voilà, là la vieille forêt. Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'on dit qu'ici c'est une vieille forêt? C'est vrai que moi, dans mon imaginaire, une vieille forêt, c'est des arbres énormes, c'est vraiment ce qu'on peut voir peut-être plus en montagne, c'est-à-dire vraiment des arbres avec des troncs géants, quoi. En montagne, effectivement, on a des plus fortes maturités qu'en plaine, parce que en plaine, et on le verra, tu verras après, c'est plus accessible, il y a des pressions plus fortes. Mais là, on considère qu'on est dans une patch de vieille forêt. Déjà, il y a une première chose, tu vois, au sol, là, on a un arbre mort, on en a un autre qui est derrière, et c'est du hêtre. Et le hêtre, en plaine, finalement, on en a plus beaucoup. C'est une hêtre, le hêtre, c'est une essence qui était sensible à l'ouverture de nos forêts, à l'exploitation. Et avec l'exploitation, on a plutôt favorisé le chêne sur le sud-ouest, là, dans cette partie d'Occitanie. Donc ça, c'est pas courant de voir un être mort sur le sol. Un être mort au sol qui fait plus de 40 cm de diamètre comme celui-ci, on n'en trouve quasiment plus dans la région. D'accord. Voilà, sachant qu'il y a deux facteurs importants des vieilles forêts. C'est comme derrière la présence de très gros bois vivants. Là, on est sur un hêtre qui fait plus de 70 cm de diamètre. Et la présence de gros bois morts au sol. D'accord. Alors, quand on dit gros bois mort, c'est des arbres qui font plus de 40 cm de diamètre. Et qui sont positionnés au sol. Et là, autour de nous, tu peux voir qu'on a plusieurs grumes de hêtres, plusieurs hêtres qui sont tombés et qui sont morts au sol. Voilà. Et en plus de ça, là, on voit qu'on a une régénération naturelle de hêtres. Là, on en voit un petit, un peu plus grand. Voilà, on a une diversité. Donc ça veut dire que le hêtre, là, il se plaît bien, parce que si justement il y a plein de petits jeunes, s'il y a des arbres de différentes tailles et tout ça. Le hêtre arrive malgré la pression, parce qu'il y a une pression de changement climatique, quand on entend beaucoup parler, le réchauffement des températures. Là, en fait, sur ce petit patch de vieille forêt, là, il fait frais, tu vois. Cette structure préservée nous permet de garder un microclimat favorable aussi. C'est ça qui est extrêmement important. Alors que pourtant, il fait chaud à l'extérieur. Là, il fait chaud à l'extérieur. Donc là, on a beaucoup de bois, de gros bois vivants. On a pas mal de bois morts au sol. Et ça, c'est les critères importants pour pouvoir dire on est dans une vieille forêt. Et des forêts qui ont ces critères-là, avec la présence de hêtres, sur la région forestière dans laquelle on se situe, ça représente moins de 0,5% de la surface forestière. C'est rien en fait. Donc en fait, c'est rien. C'est limité à des petits patchs qui font 1, 2, 3. Les plus gros font peut-être pas loin de 10 hectares, mais jamais beaucoup plus. Donc c'est vraiment des tout petits patchs qui restent très accessibles à l'exploitation. Donc ils sont fortement menacés. Parce que là, demain, rien n'empêche un camion de venir. Un exploitant forestier de venir et de couper, et il peut récupérer ce bois. Et pourtant,
ces pages de vieilles forêts, c'est des réservoirs de biodiversité. Bah, déjà, le hêtre, tu vois, qu'on trouve plus autre part, on a des espèces qui sont strictement inféodées au hêtre. Et ça, on les étudie avec le piège attrapé voilà, avec ton piège que je te montrais juste avant. Et puis, on peut voir, sur cette grume, on voit tous ces champignons-là c'est qui sont en train il y en a partout, hein. de dégrader le bois. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment important de pouvoir conserver ces réservoirs de biodiversité et cette structure globale de vieilles forêts. Très bien, super. Et après, si tu veux, je peux te montrer, aller voir par contre juste à côté, parce que malheureusement, on a une partie qui a été exploitée. Et ça va te permettre de comprendre un petit peu l'effet. Voilà, on avait cet état, et puis tu vas voir ce qui reste après, une fois qu'on est passé en exploitation. Ah bah écoute, allons voir justement ce qui se passe après. Ouais. Très bien. Alors voilà ce que je voulais te montrer du coup. C'est que du coup, juste avant, on était dans le petit page de vieille forêt. Et en fait, cette zone-là, elle en faisait partie. D'accord. Et le propriétaire précédent, avant qu'on achète, il a fait une coupe. Et ça illustre bien en fait toute la pression qu'on va avoir sur ces vieilles forêts au niveau régional, hein, au niveau de la plaine. C'est comme ça un petit peu partout. En France aujourd'hui, elles sont extrêmement rares. Hein. On a dit tout à l'heure, c'est vraiment un tout petit pourcentage. Très peu, Et du coup, elles sont soumises à des fortes pressions parce que là, il y a rien qui empêche de venir chercher le bois. En fait, elles sont très accessibles. Donc, il y a aucune difficulté pour venir les chercher. Donc là, on va dire que la chance qu'on a, c'est que malgré tout, on n'est pas sur une coupe rase. Oui. Donc, ils ont quand même il y a gardé. Quand même des arbres. On a parlé des arbres de dendromicro-habitat. Tu vois, il y a quelques gros chênes qui ont été gardés. Et qui présentent des dendromicro-habitats, donc on conserve quand même une capacité d'accueil. Derrière nous, on voit une grosse branche morte, donc on a un peu de bois mort au sol malgré tout. Des tas de bois morts un peu partout. Qui est resté conservé. Et puis là, à mes pieds, on peut voir un hêtre qui est en train de se régénérer. Donc voilà, on espère que d'ici 50, 60 ans, on ait retrouvé quelque chose qui commence à se rapprocher des attributs qu'on avait à côté sur la vieille forêt en fait. Et moi j'aurais une question sur ça, c'est en fait à quoi ça sert une vieille forêt en gros, quels sont un peu les services que nous rendent ces vieilles forêts? Nos vieilles forêts, elles constituent des réservoirs de biodiversité. Ça c'est établi, toutes nos études le montrent, on a une biodiversité extraordinaire qui est à l'intérieur. La maturité forestière, elle est reconnue maintenant par l'ensemble de la profession forestière comme importante pour maintenir les fonctionnalités écologiques de l'écosystème d'un point de vue global. On pourrait parler du bois mort qui est derrière nous. Donc là, on voit cette grosse pièce de bois mort. Il y a un quart de la biodiversité à peu près qui est inféodée au bois mort. Un quart de la biodiversité. Voilà. Ah ouais, c'est énorme. Dans les forêts les mieux connues, on a 10 000 espèces. Forêt de Fontainebleau, on connaît 10 000 espèces. Et un quart d'entre elles sont des espèces saproxyliques, donc dépendantes de bois mort. Et la moitié d'entre elles, c'est des coléoptères et des champignons. D'accord. Donc, en fait, ce petit être qui pousse, il se nourrit du bois mort qui relâche les éléments nutritifs et également de l'eau en fait qui exactement. vient aussi de ce bois mort. Il profite de tout ça. C'est vraiment la fonctionnalité. Alors c'est pour ça que par exemple, dans les forêts publiques, l'ONF, dans son instruction biodiversité, demande de conserver une partie de sa surface forestière en îlots de sénescence. Alors, îlots de sénescence, c'est des petits îlots où on laisse les arbres aller vers cet état de sénescence, donc vers la mort, donc où on ne fait aucune intervention. Donc dans ces forêts, il y a des petits patchs comme ça, d'îlots de sénescence qui sont maintenus pour maintenir la fonctionnalité. Après, nous ici, là, on a acheté 42 hectares d'un seul tenant, donc on veut mettre en libre évolution dans l'idée d'avoir un massif total qui retourne vers un fonctionnement naturel, à la fois pour maintenir une biodiversité remarquable, et aussi pour nous créer des cadres de référence, en fait, en étudiant cette forêt, comment elle va évoluer, de point de vue de sa structure, de sa composition, via cette libre évolution. Et bien ça nous permet, avec le croisement avec la biodiversité, après de faire des préconisations de gestion pour aller vers une sylviculture qu'on pourrait qualifier de proche de la nature. Voilà. D'accord. Parce qu'on se dit que si on arrive, se base beaucoup plus sur les écosystèmes et les fonctionnalités des écosystèmes. Dans l'idée de garder des milieux forestiers résilients et fonctionnels sur le long terme. D'accord. Parce que la forêt se régénère toute seule si son fonctionnement écologique
est dans un bon état. D'accord, très bien. Et je crois, Nicolas, que pour continuer à parler de vieilles forêts, et puis pour terminer un peu cette petite discussion, on va aller dans un autre lieu que tu voulais me montrer, c'est ça? Exactement. Très bien, allez, on y va tout de suite. Ah ouais, elle est énorme cette souche. Ouais, mais c'est la dernière chose que je voulais te montrer. Et ça illustre un petit peu pourquoi on met en place ces actions de préservation, de conservation. Ah oui, bien sûr. Là, on est sur un arbre, tu vois, et je prends mon compas. Ouais, tu vois, c'est plus grand que mon compas, qui fait 1 mètre de diamètre. Du coup, on peut estimer qu'il était largement au-dessus des 70 cm de diamètre. Je t'ai dit, c'était la catégorie des très gros arbres. Pour les vieilles forêts, justement, un des critères importants. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc là, on a perdu un arbre essentiel en support de biodiversité et au niveau de la fonctionnalité de nos milieux. Ouais. Et on n'a pas parlé d'une chose, c'est que les vieilles forêts, il y a un lien avec le changement climatique. Elles sont importantes par rapport à justement tout ce qui se passe autour du climat. Ouais, il y a nos vieilles forêts, on les considère en fait comme un puits de carbone. Ces très gros arbres, tu vois, ils stockent énormément de carbone et ils le stockent à long terme. Surtout quand on met nos vieilles forêts dans un cycle de libre évolution, ça veut dire que notre arbre, pendant des décennies, des centaines d'années, il va garder son carbone pendant qu'il va être vivant. Puis après, cet arbre, il va mourir. Il tombe au sol, mais là encore, tu as du carbone qui reste dans le bois mort. Puis ce carbone, il s'intègre un petit peu au sol. On en relargue une partie. Mais ça veut dire qu'on maintient tout ce carbone dans l'écosystème forestier pendant très très longtemps. Et oui, bien sûr. Et on sait aujourd'hui que la libre évolution, c'est aussi un moyen de garder le carbone en forêt sur du long terme. Et en ça constitue une stratégie crédible dans le cadre de l'atténuation des changements climatiques. Et c'est pour ça qu'il y a la création de ce fameux label, c'est ça? Bas carbone. Avec la fédération, aujourd'hui, on travaille à l'élaboration d'une méthodologie label bas carbone qui va être basée sur la libre évolution pour justement, sur les milieux matures. Le but, c'est pas de promouvoir la libre évolution sur toutes les forêts, parce qu'on a besoin de la ressource en bois, c'est quelque chose d'important, mais sur des milieux forestiers à fort enjeu pour la biodiversité, pour la maturité, pour pouvoir engager ces éléments-là dans la libre évolution. Très bien. Merci beaucoup Nicolas en tout cas pour cette visite du bois d'Aguin, et effectivement on le voit, il faisait très très bon dans ce bois et c'est magnifique. Merci d'avoir suivi cet épisode. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que les forêts primaires ont quasiment disparu en Europe. En France, seuls subsistent des milieux avec des caractéristiques originelles proches des forêts primaires. Ce sont des réservoirs de carbone et de biodiversité. Elles protègent la ressource en eau. De plus, ce sont des écosystèmes avec un bon état, résilients face au changement climatique. Leur étude peut nous proposer de nombreuses solutions d'adaptation. En fait, les vieilles forêts, ce sont des laboratoires de la résilience face au changement climatique. Leur conservation et leur protection sont un enjeu majeur identifié par la stratégie régionale pour la biodiversité en Occitanie. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. À très bientôt, ciao ciao!